Et pour parler de la situation au Burundi, ce soir, nous recevons Willy Nyamitwe, conseiller principal du président burundais, Pierre Nkurunziza. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez regardé le sujet avec nous, au moins 34 morts. Une réaction peut-être? C'est regrettable que des gens continuent à perdre leur vie de la façon aussi atroce que celle-là. Même si c'était une seule personne, ce serait un sujet de préoccupation pour le gouvernement du Burundi. Donc cela est arrivé, le gouvernement exige la lumière sur ce qui s'est passé, parce que c'est odieux et inacceptable. Alors, il y a 425 000 réfugiés burundais depuis la crise post-électorale de 2015. C'est un chiffre de l'ONU. Ce qui vient de se passer à Kamanyola en RDC, est-ce que ça aurait pu exister s'il n'y avait pas l'insécurité politique qu'on connaît au Burundi? Il n'y a pas plus de 400 000 réfugiés burundais. C'est une manipulation de chiffres du HCR. Bien sûr, pour mobiliser des fonds, il faut manipuler les chiffres. Cela est faux et archi-faux. Ils tiennent compte des départs, ne tiennent jamais compte des retours au pays. Et on ne va pas rester dans cette guéguerre des chiffres. Même si c'était un seul réfugié, ça préoccuperait le gouvernement du Burundi. On ne veut pas que des gens restent en dehors du pays. On veut qu'ils rentrent. La diaspora, oui, mais on voudrait bien que les gens soient au pays. Et ils sont en train de rentrer maintenant. Tout de même, plusieurs centaines de milliers de réfugiés, peu importe les chiffres. Pourquoi est-ce qu'ils partent ? Pourquoi est-ce que les gens sont partis avant 2015, avant que nous allions aux élections? C'était sur fond de rumeurs qui étaient propagées par certaines organisations dites non gouvernementales ou certains médias, mais parce qu'il y a certaines forces obscures qui ont voulu que des gens partent, que les gens quittent le Burundi. Certaines rumeurs disaient qu'il y avait des fosses qui étaient en train d'être creusées pour y enterrer des personnes. On disait qu'il y avait un génocide en préparation. Mais tout ça, ça a commencé longtemps avant 2015 et les gens ont pris peur. Et ce qui est normal... Alors, tout de même, quand même, beaucoup de témoignages concordants. Ce que vous me dites aussi, ce n'est pas l'avis des experts de l'ONU qui parlent. Alors, je vais citer le rapport de Genève qu'il présente lundi, dénonce je cite, des crimes contre l'humanité commis par des agents de l'État au Burundi et qui demandent à la Cour pénale internationale une enquête dans les plus brefs délais. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Méfiez-vous de ce qu'on appelle rapport. Méfiez-vous de ce qu'on appelle experts, entre guillemets. C'est des gens qui sont là pour valider un narratif qui était déjà en cours. Si les Occidentaux ont essayé de mener une campagne de médisance, une propagande contre le Burundi pour déstabiliser le pays, comprenez que c'est tout à fait normal qu'on arrive à un jeu de chiffres ou à des rapports qui sont biaisés. C'est arrivé longtemps avant le Burundi. Il y a des pays qui ont été complètement déstabilisés et pour revenir après, dire que c'était que des mensonges. Alors, j'ai une interrogation quand même. Ces experts de l'ONU se sont fondés sur des témoignages. Ils n'ont pas pu se rendre dans le pays. Ils n'ont pas reçu l'autorisation d'entrer au Burundi. Pourquoi refuser des observateurs internationaux, des journalistes indépendants, même des Africains, si vous ne souhaitez pas accueillir des Occidentaux, si le Burundi ne se reproche rien? Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Ces soi-disant experts sont venus d'une résolution des Nations Unies, du Conseil des droits de l'homme du mois de septembre 2016. Et cette résolution découlait d'un rapport de l'ANUB, l'enquête internationale des Nations Unies au Burundi, l'enquête indépendante. Mais finalement, nous avons vu que c'est des gens qui étaient en train de travailler tout simplement pour ouvrir la voie à la CPI, mais qui ont pondu un rapport avec des éléments qui étaient biaisés et qui ont collecter des témoignages via WhatsApp. Alors, vous parlez de certains journalistes qui n'ont pas pu être au Burundi, mais si on parlait des journalistes qui ont colporté beaucoup de mensonges, vous rappelez-vous de France 3? Alors, question directe. Nous avons un reporter qui a fait une demande pour entrer au Burundi, pour faire des reportages. Ça lui a été refusé. S'il repose sa demande, est-ce que vous lui donnerez son visa pour qu'il puisse enquêter de façon indépendante? Le Burundi est ouvert à la presse. J'ai toujours dit... Il aura son visa, donc. J'ai toujours dit ceci. Retourné en 2015, on a vu tous les médias du monde qui étaient au Burundi, mais pourtant, en 2015, il y avait des élections en Tanzanie. On n'a pas vu de presse occidentale. Mais pourquoi est-ce que toute la presse occidentale s'intéressait au Burundi est venue longtemps avant les élections? Je vous dis bien qu'il y a beaucoup de journalistes
journalistes qui sont venus sur terrain, mais qui ont colporté des mensonges et déformé l'information. Alors, pardonnez-moi, pardonnez-moi, je vais continuer sur les données qu'on a précises de l'ONU qui parlent de centaines de cas de torture, de centaines d'exécutions, de disparitions forcées. Alors, je vais vous citer quelques noms. Léopold Abarougira, enlevé mardi matin en pleine rue, se promenait avec sa femme. Jean Birigui Mana, journaliste du groupe de presse Iwachu. Depuis 2 ans, personne ne sait où il se trouve. Pierre Claver Mbonimpa, qui a survécu à une tentative d'assassinat en août 2015. Bon, et Willy Nyamitwe qui a survécu à un assassinat. Willy Nyamitwe, absolument. Donc je ne vais pas citer tous les noms, la liste est interminable. Qu'est-ce que vous faites pour identifier les criminels? Est-ce qu'ils seront jugés d'ailleurs? Ils le seront. Il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés parce que nous faisons face à d'actes de terrorisme sans nom. Il y a des enlèvements qui sont faits par des forces négatives et finalement, on retrouve aussi des cadavres. Il y a eu des témoignages des gens qui ont accepté de raconter comment ça s'est passé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ceci. C'est que le Burundi a procédé à un désarmement de la population civile. Nous avons récupéré plusieurs milliers d'armes et des tenues militaires, des tenues policières, parce qu'il y a des gens qui se faisaient passer pour des forces de sécurité et qui commettaient des exactions pour tout simplement tenter d'attirer l'ostracisme contre les forces de sécurité de défense. Pardonnez-moi, j'ai une question très directe à vous poser. Ça fait quand même des mois qu'on a le sentiment d'être dans une forme de bunkérisation du pouvoir. Même Benjamin Mkapa, qui est le facilitateur de la crise, dit que le principal obstacle, c'est le président, parce qu'il ne veut pas dialoguer. Est-ce que vraiment vous avez envie de sortir de la crise? Il n'a jamais dit ça parce que quand il a fait ce discours, j'étais là, j'étais à ce sommet. Il n'a jamais utilisé les mots que vous utilisez. Il a seulement dit que le gouvernement refusait de dialoguer avec une certaine catégorie de gens. Nous disons que nous ne pouvons pas dialoguer avec des putschistes. On n'a jamais vu... Et est-ce que vous souhaitez choisir votre opposition? On n'a jamais vu nulle part au monde. Vous faites un putsch, vous gagnez, eh bien, les gens vont négocier avec vous. Mais quand vous faites un putsch et que vous échouez, on vous cherche et on vous traduit en justice. Pour sortir de la crise? Alors, ce que le Burundi propose, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est toute la nation est sécurisée, tout le territoire est sécurisé. Nous luttons contre le terrorisme, nous le faisons en Somalie et ailleurs. Et il se passe des choses en France. Ici, il y a un état d'urgence, ça fait plusieurs années. Mais au Burundi, nous avons organisé nos élections en état normal. Donc ça veut dire que le pays n'est pas en paix, en somme. Ce qui veut dire que la France ne peut pas clamer être plus en paix qu'au Burundi. Mais seulement la France peut avoir des médias et des ONG pour plaider sa cause. Dernière question, Monsieur Nyamitwe, pardonnez-moi, on arrive à la fin de notre entretien. On a beaucoup parlé du chef de l'État, vous peut-être, 2020, la présidentielle, ça vous intéresse ? Vous parlez de 2020. 2020, nous organisons nos élections et le parti au pouvoir Vous êtes intéressé par le poste? Le parti au pouvoir présente ses candidats à travers un congrès dûment convoqué et organisé. Alors, il n'y a aucun membre du parti CNDD-FDD qui dit qu'il sera candidat. C'est les membres du parti qui choisissent qui sera leur candidat. Je note que vous ne répondez pas à la question. Elle doit être sensible. Merci beaucoup, Willy Nyamitwe, conseiller en communication du chef de l'État burundais. Merci d'avoir répondu à nos questions.